Donc, bonjour, rebonjour et merci à vous tous d'être là. On poursuit notre série de conversations. Donc, les conversations, si vous nous rejoignez en cours de route, ce sont des formes de discussion un peu comme à la maison, j'ai envie de dire, comme dans la cuisine, parce que là, on va parler d'alimentation. On a 1 heure ensemble et on peut aborder à travers des regards croisés et aussi un éclairage initial grâce maintenant à Julien Noël. On peut croiser un peu alors des réflexions, des expériences pour pouvoir cheminer et alimenter ces assises autour des nouvelles solidarités. Donc vous êtes vivement, très vivement invité à prendre la parole, soit au cours de la table ronde, soit tout simplement un petit peu à l'issue. Donc il est 14 heures, ça y est, on a mangé. Et on a quand même encore envie de parler d'alimentation avec nos invités. Pour parler notamment alors de sécurité sociale alimentaire, c'est un sujet un peu nouveau, de reprendre la main sur nos assiettes, sur nos circuits. Voilà, on a envie d'aborder ces différents sujets. À commencer par vous, Julien Noël. Je vous présente en 2 mots. Vous êtes donc ingénieur de recherche, géographe, c'est votre profil, à Nantes Université. Et vous êtes un chercheur, mais aussi un praticien. Bon, vous mangez, comme pas mal de gens, mais aussi un praticien. Vous me disiez en préparant cette table ronde, AMAPien vous-même, donc inscrit autour d'un réseau d'AMAP. Et vous vous intéressez beaucoup à ces circuits courts, notamment. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Bien. Bonjour à tous. Ouais, là, c'est bon, tout le monde m'entend. Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? En fait, ça partait à la fois d'une démarche professionnelle et une démarche citoyenne. Du coup, moi, je combine les deux, hein. C'est-à-dire que je ne me voyais pas dissocier finalement mon activité personnelle de mon activité professionnelle. Et donc, je suis rentré en fait dans l'étude scientifique des circuits courts, avec donc en sciences humaines et sociales, pour comprendre un peu comment ce phénomène se développait, notamment dans la région et en Bretagne. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Voilà, pourquoi il y avait des producteurs qui s'engageaient là-dedans, quelles étaient les motivations des consommateurs, comment des filières se structuraient. Et moi, mon prisme, c'était aussi, il y avait une lecture un peu territoriale, puisque c'est ma formation, de regarder comment tout ça s'aménage, comment les collectivités peuvent appuyer ou non ces choses-là. Voilà, qu'est-ce qui se développait, qu'est-ce qui se développait moins. Et puis au regard de la région, et puis comment dire, sur d'autres territoires, parce que j'aurai l'occasion de le dire, j'ai eu d'autres expériences aussi ailleurs. Donc voilà. Et c'était vraiment j'allais dire, une envie citoyenne aussi et scientifique. On va parler de l'alimentation durable et de qualité. Quels sont vos constats en la matière? Est-ce que déjà ça concerne tout le monde, du côté des producteurs comme des consommateurs? La réponse est non, évidemment, mais dans quelle mesure? Alors en fait, ça dépend de ce qu'on entend par local et durable et de qualité. Je nuancerais peut-être, je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Par contre, ça ne concerne pas forcément en termes d'intensité et ce qu'on peut mettre derrière tout le monde. Je ne connais pas un producteur ou un consommateur qui n'est pas intéressé par des questions de qualité ou d'alimentation ou de local. Par contre, ce qui va mettre derrière la qualité, est-ce que c'est du bio? Est-ce que c'est de l'environnemental? Est-ce que ça va être du goût? Le local, est-ce que c'est à côté de chez moi? Est-ce que c'est le département? Est-ce que c'est français? Là, pour le coup, là, il y a débat. Mais je dirais que déjà, dans un premier temps, tout le monde est concerné. Après, l'intensité, et chez les producteurs et chez les consommateurs, elle est différente. Alors, elle est différente pour plein de choses, parce que il y a aussi des profils et des trajectoires qui font qu'on a des sensibilités ou non, on a accès à des connaissances ou non, on est inclus dans des réseaux ou non, et tout ça finalement va venir panacher un petit peu notre intérêt sur ces questions-là. On abordera sans doute tout à l'heure des questions d'identité, des questions de pouvoir d'achat, etc. Donc il y a plein de variables en fait qu'il faut prendre en compte. Et l'intérêt, c'est de les prendre toutes. C'est pas de les prendre de manière isolée. Et c'est peut-être aujourd'hui quelque chose sur lequel j'aurais envie d'insister tout à l'heure. Et prendre la main, reprendre la main, pourquoi sur l'alimentation? Pourquoi? C'est quoi ce qu'on va chercher derrière? Alors les motivations, elles sont très différentes, mais reprendre la main, ça veut dire que un certain nombre de concitoyens se sont sentis dépossédés, en tout cas, en disant j'ai pas vraiment la maîtrise. Il faut savoir que l'alimentation aujourd'hui, on est vraiment sur des marchés très très internationalisés, hein. On le voit en ce moment, on a des répercussions très comment dire très pratiques, ou en tout cas très acérées là, avec les deux crises qu'on vient de connaître, une crise sanitaire et en ce moment une crise géopolitique, et on voit que ça impacte. Donc l'idée de reprendre la main, c'est peut-être se dire qu'est-ce qu'on peut faire à proximité de chez nous, quels sont nos leviers d'action en tant que producteur. Voilà, est-ce qu'on peut diversifier notre production, est-ce qu'on peut trouver d'autres débouchés. En tant que consommateur, finalement, on peut aussi se poser la question de, dans notre acte d'achat, dans notre acte d'alimentation, dans notre façon de faire, dans nos pratiques culinaires, alimentaires, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, voilà, à notre échelle,
mais qui vont irriguer un petit peu quand même aussi le territoire sur lequel on vit. Votre voisin, qui s'appelle François Poibeau, merci à vous d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes engagé dans une démarche très concrète. Ça se passe d'ailleurs ici, pas très loin, sur l'île de Nantes. Vous êtes salarié d'une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui tournicote, j'allais dire, beaucoup autour de l'alimentation, en tout cas des aliments, puisque vous êtes impliqué dans un resto, une épicerie, il y a plusieurs volets, et notamment des paniers solidaires. Alors, c'est quoi ces paniers ? Oui, bonjour tout le monde. Donc oui, effectivement, nous, on est une coopérative qui a pour objectif, dans ses statuts, de travailler autour de ce qu'on appelle la contribution à un système alimentaire durable. Donc c'est pour ça qu'on l'a abordé par plusieurs prismes, le restaurant, la vente en ligne de produits bio et locaux, et dernièrement, depuis un peu plus d'un an, on a mis en place en lien avec, on est venu en soutien d'une action qui a été lancée par le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville de Nantes, sur le quartier de Beaulieu, donc à la pointe est de l'île, en lien avec le centre Accor de Beaulieu, pour travailler à rendre accessible une alimentation de qualité. Nous, on a toujours, au sein de notre coopérative, défendu l'agriculture biologique. Donc, l'idée, c'était aussi d'offrir accès à des produits frais d'agriculture biologique et locaux. Là, on parle de produits qui sont cultivés en Vendée, à une 50aine de kilomètres d'ici. Et donc, l'idée, simplement, elle est toute simple. En fait, c'est le principe des paniers solidaires du CCAS. C'est un panier d'une valeur de 12 € en fruits et légumes, qui peut être commandé de manière hebdomadaire et dont le consommateur va avoir à la charge uniquement 5 € à payer au final, le reste étant pris en charge par la collectivité qui vient aider donc sur 7 € complémentaires. C'est pas un panier pour une semaine, pour une famille complète ? Non, avec une somme comme ça sur des produits biologiques et locaux, on est sur la consommation plus d'une personne seule, on dira. Et pas encore sur toute la diversité de la consommation. Il va falloir forcément complémenter ce panier-là, mais un peu comme on le fait aussi quand on est adhérent en AMAP et qu'on a uniquement des fruits et des légumes, on va aussi faire nos courses à côté. Mais ça permet de faire rentrer ces produits-là dans le panier hebdomadaire d'une personne et de lui faire découvrir soit des nouveaux produits, mais aussi simplement d'avoir accès à ces produits-là qui ne seront simplement sur le territoire pas trouvables à ce prix-là. Quel est le pari que vous faites ? C'est d'entrer par la petite porte, c'est un peu ça ? Déjà, l'idée, c'est ce qu'on fait nous au quotidien, c'est d'être en lien direct avec les gens, c'est-à-dire sur les espaces où on travaille, que ce soit même au restaurant ou au bar, c'est le lien humain qui est important. Donc c'est d'aller au contact des gens, savoir quels sont leurs besoins, travailler avec eux. En lien avec le CCAS et le centre Beaulieu, on passe par ces partenaires pour identifier des familles qui pourraient être intéressées et qui peuvent aussi bénéficier du panier, parce que ce panier est sous condition de ressources. On demande à ce que les gens aient quand même un coefficient familial inférieur à 600 €, qui est je ne sais plus exactement ça, mais en gros qui est le barème de la carte blanche, oui, qui est un dispositif solidaire sur la ville de Nantes. Dont on a parlé ce matin en table ronde. Et donc voilà, nous on travaille sur ces liens-là pour faire venir les gens, et puis au fur et à mesure, on les accompagne, on discute avec eux lors de la distribution, des produits qu'il y a. Pour l'instant, on est sur une formule où c'est nous qui construisons le panier chaque semaine en fonction de la disponibilité des producteurs, puisque comme on est sur de la production locale, ça va évoluer tout au cours de la saison. Là, en ce moment, on a les tomates, les courgettes qui commencent à arriver, mais avant, c'était les choux. Donc voilà, à chaque fois, nous, on crée le panier en lien avec le producteur, parce que lui aussi, il est impliqué dans le projet. Et après, on le distribue et on rediscute chaque semaine avec les gens, savoir s'il y a des produits qui leur plaisent, d'autres qui sont moins faciles à travailler. On peut faire varier la composition, avancer ensemble. Et vous avez d'autres démarches qui font évoluer le prix à la hausse ou à la baisse selon ses revenus, en dehors de ces paniers solidaires, c'est ça ? Oui, en fait, nous, on travaille sur ces questions de solidarité, et notamment à travers le prisme financier, économique, puisque c'est quand même un des enjeux principaux, si ce n'est le principal enjeu de l'accès à cette alimentation de qualité. Et du coup, en fait, dans nos différentes activités, on a un système qui s'appelle le micro-marché, qui est un système de commande de produits bio et locaux. Et du coup, dans ce projet-là, quand les gens passent leurs commandes, font leur achat de produits en ligne, on leur propose, à la fin de leur commande, de rentrer ce qu'on appelle une cotisation solidaire
Donc soit on leur propose une remise, une réduction qui peut aller jusqu'à moins 6% sur leur achat, soit on leur propose de rajouter 1%, 2%, 5% sur leur commande, de manière symbolique en fait. On essaye de montrer que chaque personne qui commande n'a pas le même pouvoir d'achat, et donc du coup ça peut être important, et c'est important que ceux qui le peuvent contribuent un peu plus, et que ceux qui ont des difficultés puissent avoir des tarifs plus attractifs. Et ça, c'est sur la base du volontariat. C'est sur la base du volontariat, tout à fait. Je vois arriver l'invité qui nous manquait. Elle est là, soyez la bienvenue. Bon, ben oui, mais vous êtes la bienvenue. Alors, installez-vous ici. On est très bien. Il fait un peu chaud, on va s'acclimater, mais on était en train d'amorcer la discussion et on en venait justement à votre initiative, à vous, du marché alternatif de Bellevue, puisque vous êtes Monique Boutran, membre de la collégiale du marché. Parce que, regardez, prenez le micro à côté de vous. On va expliquer que tout a démarré au moment du premier confinement, dans l'urgence. C'est comme ça que ça a démarré. Absolument. Bon, alors, je suis désolée, j'attendais dans la salle à côté. Absolument désolée. Pour une arrivée discrète, Oui. c'est râpé. Par C'est contre, ça, maintenant, on est avec vous. Bon, On en alors, je profite. plonge directement dans le bain. Allez-y. Alors, le marché alternatif de Bellevue, c'est effectivement un coup de téléphone, ou quelques coups de téléphone, dans les derniers jours du mois de mars 2020. Une petite épicerie solidaire, sociale à Bellevue, qui est trop petite, donc les consignes sanitaires font elle est obligée de fermer. Et dans cette épicerie, les personnes responsables ont l'habitude d'aller 2 fois par semaine chercher des fruits et des légumes aux mines à Nantes. Et du coup, voilà, la responsable se dit, mais j'ai des fruits et des légumes frais, je peux les avoir demain matin. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Alors que dans le quartier, tout le monde est renfermé, il y a des gens qui en auraient certainement besoin. Et donc, elle appelle l'équipe de quartier, elle appelle quelques militants. J'ai fait partie de ceux qui étaient dans la première liste d'appel. Et on se retrouve le mardi suivant dans une salle prêtée par la municipalité avec l'aide de l'équipe de quartier. C'est important d'ailleurs, hein. Ils ont toujours été très présents. Et on fait 30 caisses avec ce qu'on trouve, avec des fruits et légumes frais. Et les travailleurs sociaux du quartier nous disent, telle famille qui a 4 ou 5 enfants, il n'y a plus de cantine, ça peut les dépanner, etc. Voilà. Donc ça a démarré comme ça. De manière très informelle, quasiment. Complètement informelle. Ça a duré pendant 1 an de façon complètement informelle, c'est-à-dire que cette dynamique, elle s'est amplifiée très vite. 30 colis la première semaine, la semaine suivante 50, la troisième semaine 100, et puis le bouche à oreille faisant, tout le monde avait, il y avait beaucoup de besoins sur le quartier, et du coup, alors voilà, ça s'est installé dans la durée parce que malheureusement la précarité, en particulier la précarité alimentaire, elle est toujours une vraie réalité. Donc, au bout d'1 an d'autogestion, mais qui fonctionnait très bien, hein, au bout d'1 an d'autogestion, on a créé une association qui s'appelle donc le Marché Alternatif de Bellevue. On est devenu le MAB et on parle des mabistes pour les gens qui participent régulièrement. Donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, il y a entre 450 et 500 familles qui sont inscrites sur un fichier qu'on a constitué. Ça représente à peu près 2000 personnes sur un quartier qu'on a été obligé de limiter. On a pris une carte et on a dit, voilà, c'est entre le boulevard là, là et là, parce que sinon, il faudrait faire 400, 500 paniers par semaine et on n'a pas du tout les moyens. Alors, les paniers qu'on fait aujourd'hui, on les remplit avec des collectes qu'on fait auprès des magasins qui sont dans le secteur, hein. Je ne vais pas citer les enseignes, mais il y a 4 ou 5 magasins. Donc, le mardi matin, à 7h30, ça démarre et il y a des camions qui partent, on va chercher. Ça travaille toute la matinée de façon très active pour construire ces paniers. Ça travaille, ce sont les habitants, alors ça voilà, je vais vous le dire. Ça représente tous les mardis 70 bénévoles. Ça représente sur l'ensemble de l'année 2021 environ 250 bénévoles qui sont venus au moins une fois, mais certains plusieurs fois et certains tous les mardis. Et surtout, et ça a été un de nos objectifs, c'est que parmi ces bénévoles, c'est 70% des bénéficiaires. Et c'est ça qui était, je pense, qui a soudé la petite quinzaine de militants de départ, c'était de se dire, on ne veut pas faire de l'action charitable, etc. On veut que les gens qui sont des consommateurs deviennent des acteurs de cette histoire, parce qu'on voyait bien que ça allait durer. D'une part, les invendus dans les magasins, il y en aura toujours, parce qu'il y a toujours une boîte d'orange avec une orange qui est pourrie, donc nous, consommateurs, on la laisse, quoi, hein. Et du coup, les autres oranges, elles sont bonnes, donc ça veut dire qu'il faut trier, mais qu'il y a des choses et il y en aura toujours. Et puis, malheureusement, la situation de précarité,
On aimerait bien qu'elle diminue, mais je pense qu'elle va plutôt dans l'autre sens, hein. Donc, du coup, il fallait que ça s'installe dans l'organisation. Donc voilà, aujourd'hui, et ce qu'on souhaitait donc, c'était effectivement qu'il y ait un maximum de gens qui sont bénéficiaires, qui puissent participer à l'activité. Je vois arriver, toi aussi, tu vas pas faire une arrivée discrète, mais c'est Odile qui a passé le premier coup de téléphone du voilà. MAB de Bellevue. Voilà. Une Donc, mabiste. une mabiste Qui- principale. Qui, elle aussi, Et, ne fait pas une arrivée essentielle. discrète. Voilà. Qu'est-ce Voilà. que ça génère tout cela? Donc, des liens nouveaux, des choses nouvelles? Absolument. Alors, moi, je voudrais dire 3 choses. Alors, j'ai un chiffre qui est essentiel que je viens de vous donner, vraiment, qui est 70% des bénévoles sont des bénéficiaires. Ça, c'est le chiffre que je tiens à répéter. Et alors, 3 éléments essentiels après pour nous, en fait. Effectivement, d'une part, c'est une action autour de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on essaie de répondre avec les moyens qu'on a aux questions de précarité et aux questions autour du gaspillage alimentaire. C'est un premier problème. Le deuxième, c'est une action qui a créé une dynamique dans le quartier autour de la solidarité intergénérationnelle qui est extraordinaire. J'invite tous ceux qui ont un peu de temps, parce que les portes sont grandes ouvertes, un mardi matin à venir au centre social de Bellevue. Vous verrez une dizaine de jeunes, alors je vais faire caricatural, hein, mais avec leurs capuches, là, etc. Les jeunes qu'on a l'habitude d'appeler les jeunes de quartier. Et puis vous verrez aussi des grands-pères, des grands-mères, vos cheveux blancs, n'est-ce pas, qui sont là. Certains, notre bénévole la plus âgée, elle a 84 ans. Et tout ce monde-là travaille ensemble, s'entraide, apporter des caisses, etc. Moi, j'ai un certain âge aussi, je n'ai jamais vu une action intergénérationnelle comme celle-là. On mélange tous les genres, personne ne se juge ou ne s'invective sur son âge, sur son apparence, sur sa culture. C'est très interculturel et ça, c'est vraiment une dynamique extraordinaire. Et pourquoi le ça marche? Pourquoi je vous coupe un instant. Parce que vous ne dites pas on va faire l'intergénérationnel, vous dites on porte des caisses. Quoi. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. On dit, voilà, il y a des légumes à trier. Est-ce que tu veux trier des oranges? Est-ce que tu veux trier des courgettes? Est-ce que tu veux porter des bananes? Et puis, selon l'appétence de chacun, chacun s'y met dans son coin à distribuer voilà, tout ce qui nous est arrivé. En plus, chaque mardi matin, ça arrive. On ne sait pas du tout, on ne peut rien organiser parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, quelquefois, c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça se passe dans la bonne humeur, ça chante. Comme il y a beaucoup d'interculturel, il y a aussi voilà, tout cet aspect. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, qui pour moi est aussi un élément essentiel, c'est que, vous l'avez dit tout au début, on a souhaité construire quelque chose de collégial, c'est-à-dire quelque chose d'horizontal. Les gens participent à faire des colis, à trier des légumes. Mais on a cherché longtemps, là, Odile pourra en témoigner, comment faire pour qu'ils participent aussi à la gouvernance. Et on a fini par trouver. On a eu notre première assemblée générale il y a un petit peu plus d'un mois. On a aujourd'hui, donc on est une association, on a un conseil d'administration de 25 personnes à peu près qu'on appelle une collégiale. Et dans ce conseil d'administration, il y a la moitié des membres qui, je pense pouvoir dire, n'avaient jamais mis les pieds dans une association de leur vie, qui ne savaient même pas ce que c'était, qui géraient leur quotidien, parce que souvent difficile, donc comme ils pouvaient, et qui du coup découvrent qu'on peut s'organiser, qu'on peut prendre des responsabilités, qu'on peut donner son avis, qui sera pris en compte. Et ça, cette éducation, je vais le dire comme ça, hein, à la citoyenneté, moi je trouve que c'est la plus belle chose quelque part qu'on ait réussi dans ce cadre-là. De l'apprentissage par la pratique, voilà, directement. Voilà. Et c'est vraiment drôle. Je vais juste vous donner une anecdote, mais il y a un des participants, donc on appelle ça, nous, avec nos mots, le conseil collégial, c'est un peu, voilà. Hein, et lui, qui nous dit régulièrement, je m'en vais à la réunion de la collégienne. Parce que c'est tellement un mot qui n'est pas dans son vocabulaire que... Mais c'est pour dire, et en même temps, il est vachement heureux de venir et de donner son avis. Est-ce qu'il y a des réflexions sur le contenu des paniers? Vous l'avez dit, on arrive, on ne sait pas ce qu'on a. Est-ce qu'on y pense à ça? Alors, il y a des réflexions à notre niveau, à nous, effectivement, de la collégiale, pour le coup, et qui ne sont pas simples. Hein, on n'a pas de réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'on va chercher dans les invendus dans les magasins. Donc, on a quelquefois des choses qu'on aimerait mieux ne pas donner aux gens. Hein, parce que quand on est sur des fruits et des légumes frais,
tout va bien, hein, même s'ils sont un peu abîmés, on sait les préparer, etc. Quand on est sur des produits ultra préparés, où on ne voudrait pas les donner aux gens, mais que bon, on les a, ils sont souvent en date courte, c'est pour ça qu'on nous les a donnés. Il y a des gens qui n'ont rien à manger dans leur frigo, donc on les donne, mais c'est une vraie question pour nous, parce que là, c'est pas de la bonne alimentation. Donc notre réflexion, elle va vers comment aller, par exemple, vers des producteurs, des maraîchers bio de la région pour pouvoir ramener des choses qui soient de meilleure qualité. Comment préparer avec les gens. On a fait, quand c'était possible pour des questions sanitaires, on a fait des ateliers cuisine pour préparer avec les gens des choses et essayer de sortir de cette cuisine élaborée. Mais ça, c'est une vraie question de fond. On progresse, on avance, on s'interroge, on se pose la question de s'organiser plutôt sous forme de marché que sous forme de colis distribués. Enfin bon, tout est à construire, mais c'est déjà, le démarrage d'une action. Voilà, donc, déjà un chemin assez important entre l'informel, l'association avec la collégiale. C'est 2 ans et c'est vraiment... Et ce qui est merveilleux, c'est que les gens qui participent aujourd'hui, alors c'est 200 bénévoles, mais je sais pas, il y a au moins 300 ou 400 personnes qui sont passées, qui sont venues, je vais peut-être apporter aussi une autre remarque, c'est que ça se fait au centre social de la rue du Jamais. Le directeur de centre social lui-même, alors que c'est un centre social dynamique, très impliqué dans le quartier, dit mais les familles qui viennent, mais je ne les avais jamais vues. Où sont-ils? Où étaient-ils? Et du coup, ça donne aussi quelque part de la visibilité à toute une partie du quartier qui n'était pas, qu'on ne voyait pas, qui vivait dans son appartement dans des conditions difficiles. Souvent. Dans l'indifférence, peut-être. Et dans l'indifférence, oui. Vous êtes partenaire de la Banque alimentaire. Eh bien, il y a le président qui est à côté de nous, qu'on va entendre dans un instant, Jean-Robert Lecomte, président de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique, acteur historique depuis 37-38 ans à peu près. Vous écoutez un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vous étiez là il y a longtemps, quoi. Bien avant le marché de Bellevue, bien avant d'autres initiatives. Oui, nous faisons partie des 4 associations qui sont au niveau national un peu précurseurs en la matière, et nous sommes la plus grosse association d'aide alimentaire en France. À l'heure actuelle, il y a 19 banques alimentaires en France. Et sur la Loire-Atlantique, dont je m'occupe particulièrement, moi je suis tout nouveau président, ça fait 6 mois que je suis président, donc c'est tout à fait récent. Et néanmoins... Il y a, la banque alimentaire, c'est une grosse épicerie. Nous gérons à peu près 2200 tonnes de denrées alimentaires par an. Et donc tout ça pour servir 121 associations du département. Et donc ce qui représente à peu près 18 000 bénéficiaires. Pas en direct, on le rappelle, c'est pas en direct. Vous passez par des associations. On ne donne pas directement aux bénéficiaires, ce qui est un peu frustrant pour nos bénévoles parce qu'ils n'ont pas de contact direct avec les bénéficiaires. Et néanmoins, nous donnons aux associations. Ce sont les associations qui passent commande et en fonction de nos possibilités, de ce que nous avons, bien évidemment, on essaie de les servir au mieux, au prorata du nombre de personnes qui adhèrent à cette association. Et donc, ça représente sur le département à peu près 18 000 bénéficiaires répartis dans 121 associations. Comment vous appréhendez les discussions qu'on a depuis tout à l'heure, non pas pour opposer les acteurs historiques aux nouveaux, mais qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ces évolutions, vous les captez sur du circuit court, parce que vous, Banque alimentaire, c'est pas forcément ça, justement, au départ. Alors nous, de toute façon, nous avons depuis notre création, nous avons 2 buts affirmés. Le premier, c'est la lutte contre la précarité alimentaire, bien évidemment, et le deuxième but est éviter le gaspillage. Donc, on a un mode de fonctionnement un petit peu particulier et ça, nous évoluons également au fil des années. C'est-à-dire qu'il y a du renouvellement et obligatoirement les regards sont différents. Il y a beaucoup d'initiatives qui se créent localement également. La plupart des banques alimentaires prêchaient pour leur paroisse et tout. C'est-à-dire que quand elles avaient un donateur important sur des denrées qui lui
qui nous disait, par exemple, vous me prenez 3 palettes, mais j'en ai 15 à votre disposition, on dit, mais non, on ne saura pas nous distribuer les 15 palettes. Donc maintenant, nous mutualisons avec les autres banques alimentaires, au moins des Pays de la Loire et de la Bretagne également, pour prendre les 15 palettes et pouvoir approvisionner les autres, en fonction des particularités de chaque secteur. On sait que nous, en Loire-Atlantique, on est un produit maraîcher par excellence, et donc nous fournissons d'autres banques alimentaires également. En mâche, par exemple. Qui elles, signe avec la Et mâche, ça irait. Et à contrario, eux nous alimentent en viennoiserie ou autre. Donc on essaie maintenant justement de mutualiser les moyens pour faire en sorte de répondre au mieux. Et tout ce que l'on essaie de faire, de s'efforcer au quotidien, c'est de pouvoir offrir des produits de qualité tout au long de l'année. Et ça, comme disait madame, ça n'est pas chose facile quand on ne fait que de la ramasse dans les magasins. C'est quasiment impossible. Et la demande, par exemple, de produits un petit peu plus bio, proches de là où on habite, ça, vous l'entendez ? Vous l'apercevez ? Ça, on ne le perçoit pas, nous, directement, mais par le travers des associations. Obligatoirement et tout. Et on assiste de toute façon à une évolution de la demande. C'est-à-dire que on s'alimente différemment aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est bien évidemment. Tout le monde a pris conscience, effectivement, que acheter un avocat qui vient du Pérou ou qui a traversé la moitié du monde, on sait que écologiquement, ça n'est pas terrible. On favorisait les circuits courts. C'est pour ça que je vous disais, on commence à interagir entre nous pour justement profiter des spécificités de production de chacun de nos départements. Je crois qu'il y a une réflexion en secteur rural et semi-rural également chez vous. Il y a peut-être un maillage un peu moins dense de ce côté-là en aide alimentaire. Alors effectivement, nous sommes situés à Saint-Aignan de Grandlieu pour l'antenne principale, donc banlieue nantaise. Nous arrivons à fournir toutes les associations du bassin nantais. Nous avons une antenne également à Saint-Nazaire, donc sur Saint-Nazaire, toutes les associations sont couvertes également et tout. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a une carte blanche et tout, qu'au niveau ruralité, ça pose de gros soucis. Et on a beaucoup de mal à mettre en relation les petites associations qui sont dans certaines villes, voire villages, et des donateurs éventuels. Je prends l'exemple de la ville dans laquelle j'habite, 7200 habitants, il y a un Intermarché, il y a un Carrefour Market, il y a des producteurs locaux et tout. C'est quelle ville ? À Donges. À Donges. Et il y a 2 épiceries sociales, une épicerie sociale et le CCAS, qui font de la distribution de denrées alimentaires. Ces gens-là n'ont pas le temps de se rencontrer. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc, nous essayons de mettre en route justement un programme en employant un logiciel qui est très très simple d'utilisation pour mettre en contact ces personnes-là, les donateurs et les bénéficiaires directement. Et vous, acteur historique, vous voyez toutes ces initiatives arriver un peu dans l'ordre, dans le désordre? Comment vous voyez ça? Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a énormément d'engouement au niveau de l'aide alimentaire. Il y a énormément de choses qui se créent. Et c'est formidable. C'est très, 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 très bien. On ne peut que l'encourager. Actuellement, nous avons entre 1 et 2 associations nouvelles chaque mois qui nous sollicitent. Et donc, comme le marché alternatif de Bellevue il y a 2 ans à peu près. Exactement. et donc ça c'est très bien, mais ça nous génère toujours, alors savoir qu'on est quand même très administratif parce que nous sommes dans la fourniture de denrées alimentaires, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une association qui se crée et qui distribue dans le garage d'une des bénévoles et tout sans conditions d'hygiène respectées, pour nous ça n'est pas possible de donner un agrément. Et donc de voir également par moments ce qui se passe. Il y a plein d'initiatives personnelles comme ça qui se fédèrent et qui se génèrent un petit peu, et il fait qu'on voit des choses un petit peu qui nous affolent. Et tout, quand on voit des gens qui vont à la fin des marchés et qui récupèrent ça dans le coffre de la voiture pour distribuer dans leur quartier après, ça pose question. Donc la nage, mais semi-organisée, quoi. Voilà. Julien Noël, alors vous écoutez, vous réfléchissez, vous prenez plus ou moins des notes dans votre tête. Oui. Et qu'est-ce que vous vous dites?
Je me dis que toutes les initiatives, là, elles ont toutes leur place, hein, effectivement. Il y en a pas. L'idée ici, c'est pas de les juger les unes par rapport aux autres, c'est d'essayer de trouver aussi des complémentarités. Moi, ce que je retiens là, et dont je suis convaincu depuis un certain nombre d'années, c'est que l'alimentation, c'est un prétexte pour faire du lien. Et en fait, dans tout ce qu'on vient d'entendre, là, finalement, l'idée, c'est qu'on fasse du lien social, de la mixité, des choses comme ça. Et c'est un formidable vecteur. Et donc, je suis pas si surpris que ça, finalement, que ça serve à décrisper, finalement, ou à faire de l'intergénérationnel sans le dire, à faire de la mixité sans le dire. Parce que on en avait discuté ensemble en préparant cette conférence. L'alimentation, c'est aussi un objet politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire politique en tant que citoyen, en fait. On est tous amenés, c'est un besoin vital, on est tous amenés à s'alimenter, on a tous des envies, des cultures, des choses comme ça. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est un formidable levier, justement pour discuter de plein d'autres questions démocratiques. Je vois aussi que, du coup, il y a effectivement des évolutions, des acteurs historiques, des nouveaux, qui ont été un temps peut-être en situation où se sont perçus en situation de concurrence, et aujourd'hui je pense notamment, c'est un peu les effets de la crise malheureusement, mais a appris à travailler ensemble en se disant finalement on a tous à gagner à collaborer ensemble, il faut voir comment. Donc je sais que peut-être la Banque alimentaire et d'autres antennes réfléchissent aujourd'hui à se réapprovisionner plus localement, parce que finalement de toute manière il y a dans les subventions qui sont proposées au niveau du Fonds européen, il y a des restructurations, donc ça oblige aussi. Il y a aussi des acteurs nouveaux qui viennent avec d'autres entrées, d'autres idées, donc tout ça vient se percoler, des fois se percuter, mais voilà, c'est aussi dans la discussion. On a parlé beaucoup des CCH, je pense qu'il faut aussi rappeler le rôle des collectivités, à la fois de manière positive, hein, elles sont là, elles ont des compétences, elles ont des leviers d'action, donc ça je pense que c'est important aussi de le rappeler, alors à l'échelle de la commune, à l'échelle du quartier, mais plus largement. Donc voilà, il y a une effervescence aujourd'hui, alors voilà, on verra ce que ça... Mais j'ai envie de rester relativement optimiste quand même, en se disant que oui, comme vous le disiez, on va être confronté à des situations de précarité alimentaire qui vont se renforcer. Mais à côté de ça, c'est pas une spécialité du département, hein, on a un attachement, nous, à l'alimentation, à l'agriculture, qui fait que voilà, on a sans doute des leviers dans notre histoire commune, nationale, notamment sur les questions de vivre ensemble autour de l'alimentation, hein, le repas, la commensalité, des choses comme ça. On a sans doute des éléments qu'on peut réactiver, ou en tout cas sur lesquels on peut se mobiliser. Il y a un sujet dont on parle un petit peu de temps en temps, c'est la sécurité sociale alimentaire. Ouais. Ça recouvre quoi, ça? Il y a un panneau là qui en parle ici. Ça veut dire quoi exactement? Alors, j'ai pris quelques petites notes parce que je suis pas vraiment spécialiste de la question, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans le débat. Et il n'y a pas longtemps, j'étais à la communauté de Pornic, communauté d'agglo, on m'a sollicité sur ces questions-là. En deux mots, l'idée, ce serait de pouvoir fonctionner un petit peu comme la sécurité sociale au niveau de la santé. Et donc, ce serait pouvoir mettre un dispositif un petit peu similaire. Alors, ça repose en gros, vous pourrez aller voir, c'est assez bien documenté. Il y a un collectif national qui s'est institué, c'est relayé. C'est un sujet de discussion, il faut vraiment le dire que c'est un sujet de discussion. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir un débat et de se dire, aujourd'hui, comment on peut réfléchir finalement à un droit à l'alimentation. Voilà. Et en se disant, c'est un des droits fondamentaux de l'homme, et on ne devrait pas aujourd'hui avoir dans notre pays quelques 8 millions de personnes en situation de précarité, enfin même un peu plus, dont certains vivent sous le seuil de pauvreté, dont certains souffrent de la faim. Dans un pays comme le nôtre, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire nous? On a un système de santé qui est assez intéressant, qui est collectif. Est-ce qu'on ne pourrait pas transposer finalement l'esprit de la sécurité sociale sanitaire dans le domaine de l'alimentation? Alors, en proposant finalement une espèce de carte comme ça, alimentaire. Alors, est-ce que ça prendra l'effet de chèque alimentaire, de bons? C'est en discussion. Quel montant? On parle de 100, 150 euros pour tous les citoyens. Donc, il y a un critère qui est vraiment basé sur l'universalité, eu égard au niveau des ressources. Et l'idée, c'est que ce budget-là puisse être utilisé en fait pour soutenir aussi. Donc, c'est là où ce serait conventionné. Alors, à voir avec un certain nombre de structures, à discuter. Mais l'idée, ce serait qu'on puisse... J'aime pas trop le dire comme ça, mais du coup orienter tout en laissant le choix. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir acheter et de faire la promotion de l'économie agricole et alimentaire locale, en ayant acheté finalement des produits qui ont du sens sur le territoire. Maintenant,
libre à chacun d'acheter ce qu'il a envie. Si certains ont envie d'acheter plus de légumes, plus de viande, l'idée c'est quand même qu'on garde un petit pouvoir d'agir là-dedans. Hein. Et l'idée c'est que le financement soit basé en fait sur des cotisations sociales, comme pour la sécurité sociale. Pas que ça soit un impôt ou une taxe, mais vraiment que ça soit un effort national de tous, en fait, et qui serve à tous. Voilà. Tout à l'heure, François Poibeau nous a parlé d'un prix modulable en fonction de son pouvoir d'achat. Vous nous le redites peut-être en 2 mots, c'est-à-dire que si on se sent un petit peu à l'aise, on paye un peu plus cher ces denrées. Voilà, ça permet finalement d'avoir un prix moyen pour rendre plus accessibles les denrées dont vous vous occupez. Oui, c'est ça. En fait, nous, notre constat de départ, ça a été de se dire, et je pense que la réflexion autour de la sécurité sociale et alimentaire est part de là aussi, c'est que l'alimentation, c'est un des seuls secteurs d'activité, si ce n'est quasiment le seul, où le prix des denrées est le même pour tous. Le prix de ce qu'on achète est le même pour tous. Alors, sauf peut-être dans les logiques d'entreprise avec des chèques déjeuner, restos, etc. Pour une partie des salariés. Oui, je parle pour Ce qui est pas l'alimentation à domicile. Et encore, oui, il y a le système des chèques déjeuner et des tickets restaurants qui peuvent être utilisés dans les grandes surfaces, mais pas forcément chez son maraîcher. Voilà, qui posent aussi d'autres questions. Nous, c'est des sujets qu'on connaît bien, puisque en tant que restaurant, on utilise aussi ces titres-là. Oui. Et on sait quel système ça organise derrière aussi. Mais c'est vrai qu'en termes d'alimentation, en gros, pour nous, le constat, il est que il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant à ce qu'on se dit là. Il n'y a rien de choquant à se dire, en fait, les produits de qualité coûtent plus cher. Il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent l'acheter. Dans les grandes surfaces, il y a des produits qui sont jetés et donc on va les donner à d'autres personnes. En fait, la façon dont on fonctionne paraît normale. Alors que, par exemple, si on va sur d'autres sujets du quotidien, ça peut être les transports. Les transports, on va considérer que en fait, il y a des systèmes de solidarité qui sont mis en place dans les transports pour que les entreprises payent pour leurs salariés, pour que pour certaines personnes, le bus soit moins cher. Dans tout le niveau culturel, il y a des systèmes de solidarité. Quand on est étudiant, on paye sa place de cinéma 60% moins cher qu'une autre personne. Et ça paraît normal. En termes de santé, il y a de la solidarité. Personne ne se dirait on va aller à l'hôpital, puis chacun aura la même facture, et puis il faut payer de toute manière. Et en fait, nous, on trouvait ça absurde que ce sujet soit une forme de non-dit, en fait. Donc le but de la cotisation solidaire, il était vraiment de le marquer, de le signifier, de dire on n'a pas tous les mêmes ressources, et du coup, on devrait contribuer différemment. Sachant que nous, ce qui nous marque aussi dans ce système qu'on a mis en place, c'est qu'il est minime, en fait. Il est symbolique, dans le sens où avoir une remise de 5% pour quelqu'un qui a des ressources en dessous du SMIC, voire moindre encore, et payer 5% de plus pour quelqu'un qui va gagner 2000, 2500 euros, l'écart c'est de 3 euros sur un panier, mais les revenus ils sont multipliés par 5 ou 6. C'est de commencer par ça pour aller plus loin après, peut-être ? Oui, bien sûr, c'est ça en fait, c'est de dire ça, de commencer à dire ça, et après réfléchir justement entre acteurs et au niveau ça peut être local, des acteurs publics aussi, de tous les systèmes qu'on a su mettre en place collectivement pour s'entraider en fait. Et c'est souvent la puissance publique qui a mis en place ces systèmes, c'est rarement les individus ou les entreprises. Alors les individus, si, par exemple, on le voit bien avec le marché alimentaire de Bellevue, c'est hyper intéressant et à la base, c'est une envie, une énergie des gens de vouloir avancer et s'entraider. Mais on voit bien qu'à un moment, ça coince. L'initiative individuelle, elle n'est pas suffisante. Oui. Et en fait, c'est ça qui est dommage et c'est là où ça pose des questions et ça pose des questions aussi de modèle. C'est ce que tu disais très bien, Julien, c'est-à-dire que en fait, on peut aussi se satisfaire d'un fonctionnement où il y a, je sais pas, on va dire 10, même pas 10% de l'agriculture française et qui fonctionne en agriculture biologique et qui permet d'avoir des aliments de qualité avec tous les avantages aussi qu'on sait derrière d'entretien des paysages, des territoires, enfin voilà, de services rendus à la biodiversité. Voilà, exactement. Et se dire mais vers où on veut aller en fait, qu'est-ce qu'on veut construire. Et là il y a des moyens et notamment le levier je pense de la sécurité sociale alimentaire, il est très important, surtout qu'à mon sens il est aussi complémentaire avec la sécurité sociale de la santé, puisqu'on sait que l'alimentation est un facteur important des dynamiques de santé, et qu'en fait si les gens mangent de la mauvaise qualité, ça se ressent aussi sur ce que finalement tout le monde accepte de payer ce coût-là en fait. Avec la sécurité sociale classique, d'une alimentation de mauvaise qualité.
Donc des fois, il y a des bascules budgétaires à faire peut-être pour avancer sur ces sujets, quoi. Bon, le message est clair. Vous pouvez participer, vous êtes même vivement invité à le faire. Alors n'hésitez pas à faire signe, on vous amène un petit micro. En prenant la parole, merci de vous présenter en 2 mots. Ça permet de savoir d'où vous parlez. Est-ce que vous souhaitez réagir sur cette idée, utopie de sécurité sociale alimentaire? Vous connaissiez? Tout le monde avait entendu parler de ce... Non? Je vois qu'il y a des gens qui disent non, non, non. Est-ce que ça vous inspire en termes de questionnement? Est-ce que vous avez envie de vous lancer, d'expérimenter des choses sur ce sujet-là? Il y a des expériences d'ailleurs? Oui, il y a des expériences. Il y a quelques collectivités et des associations. Vous irez sur le site sécurité sociale de l'alimentation.org et vous verrez qu'il y a des collectifs locaux, des municipalités qui commencent aussi à essayer de l'expérimenter. J'en connais une dans le sud de Montpellier, qui va essayer. Il y en a dans le sud-est de la France. Ça commence à émerger. Alors après, avec chacune leur histoire. Mais voilà. Alors... pour le moment non, mais je sais qu'il y a un certain nombre de collectifs et d'associations qui sont en train d'essayer de porter ça aussi au niveau de la ville ou même au niveau de la métropole. Donc je ne serais pas surpris que, j'espère à l'issue de ces assises, on puisse en tout cas poursuivre la discussion. Je ne serais pas étonné que ça arrive dans le courant de l'année. Ouais. On a une question peut-être d'une dame. Approchez bien le micro. Oui, nous on est sur Nantes-Est, Doulon-Beautière, un quartier... important. Un grand quartier. Grand quartier. Donc là, moi, c'est la première fois que j'entends parler de la sécurité sociale alimentaire. Oui. Ouais. Et pourtant, on travaille sur le quartier à mettre en place une épicerie sociale. Donc, il y a des jardins partagés, il y a plein d'associations, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau de l'alimentation aussi, mais la sécurité sociale alimentaire, je me demande comment ça peut se mettre en place. Enfin, vous dites qu'il faut aller sur le site, oui, mais et comment au niveau, quand on dit que les gens qui ont un revenu bien supérieur à ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, paient les produits aussi chers s'ils veulent avoir... Comment ça pourrait se mettre en place, ça ne pourrait pas exister dans un supermarché ou dans un, je ne sais pas, ou même chez des producteurs locaux, de payer selon son revenu. Parce qu'on voit bien déjà là, à l'épicerie sociale, sera déjà déterminé les personnes qui pourront y prétendre. Et puis, ils ne paieront que 10% du prix du... Voilà. Alors, j'ai du mal à imaginer. Bon, c'est tout, hein, c'est une question. Tout à fait. Peut-être, puisque vous avez le micro, avant de répondre, s'il y a une réponse qu'on peut apporter, ça démarre d'où votre envie de monter une épicerie là, dans le quartier? Nous, c'est avec le CCAS que ça s'est fait. C'est venu du... le quartier Pinsec, Beautière, il y avait beaucoup de précarité, beaucoup de gens isolés aussi. Ce qui fait que, c'est toute une histoire, je ne vais pas vous la raconter. Ça vient en tout cas de constat de proximité, constat d'habitants. De besoins. Et le Covid, en plus, a permis de voir qu'il y avait vraiment besoin des gens qu'on ne connaissait pas avant, qui ont eu besoin d'aller au Resto du Cœur, d'avoir des aides alimentaires, etc. Donc, l'épicerie sociale, ça fait 3 ans qu'on y réfléchit avec le CCAS. Donc, au départ, c'était peut-être une association qui allait prendre, mais comme il n'y a pas eu de... Donc, c'est le CCAS. Mais ce sera à Nantes-Est, enfin, ce sera au Pinsec, mais pour pas que le quartier Pinsec. Ça peut être des Nantais, puisque c'est une épicerie sociale. Ouais, merci pour votre intervention. Alors, peut-être de répondre, je ne sais pas si vous pouvez répondre un petit peu, Julien. Je vais tenter des éléments de réponse. Peut-être apporter une précision. Épicerie sociale, épicerie solidaire, c'est pas forcément les mêmes porteurs de projet. Épicerie sociale, c'est le CCAS qui du coup est à l'initiative et porteur du projet. Il existe aussi des épiceries solidaires portées par des associations. Le principe reste le même. Mais là, c'est important parce que c'est des publics qui sont orientés avec un reste à vivre par le CCAS et qui du coup sont orientés vers ce dispositif. De mémoire, c'est sur un temps donné, donc c'est là la difficulté, c'est que c'est un coup de pouce finalement sur 6 mois, 3 mois, 1 an, guère plus. Il faut que, après 1 an... Alors, ça a quand même des effets, on pourra y revenir une fois qu'on a
remis le pied à l'étrier dans l'acte d'achat, la discussion sur l'alimentation, il y a quand même des effets indirects. Donc voilà, c'était une petite précision. Et peut-être séparer les deux choses. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est quelque chose qui est envisagé au niveau national sur un système universel. Donc ça n'a pas d'implication particulière sur Nantes, dans le quartier Pinsec, par rapport à Bellevue ou par rapport à d'autres agglomérations. C'est vraiment un dispositif national, ce qui rend le côté très intéressant parce que du coup c'est vraiment un outil là et c'est aussi en discussion avec les pouvoirs publics et notamment l'État. Mais ce qui rend peut-être aussi la chose plus utopique et plus éloignée parce que voilà, ça se discute à un échelon national. Mais l'idée, c'est que pour ici, ce serait de pouvoir conventionner, donc de dire les 150 € sont utilisables selon un certain grille de critères. Donc là, il y a des expérimentations à l'échelle locale de dire qu'est-ce que nous, on a envie de mettre comme critère pour utiliser éventuellement cette somme-là si on l'avait. Est-ce qu'on veut soutenir tel type de distribution, tel type de production? Et c'est là où ça peut être intéressant de panacher en se disant peut-être que sur certains territoires, on va faire la promotion de tel type d'agriculture ou tel type de dispositif et d'autres ailleurs. Mais voilà. Donc il y a peut-être cette marge de manœuvre-là. Mais tout ça est en discussion. C'est vraiment un projet qui a 3 ans, qui commence à émerger. Donc voilà. Il y a une autre intervention dans le public. Pour revenir sur ça, j'ai juste une question mais qui s'adresse à tous les quatre. Ce qu'on voit émerger, c'est de la solidarité alimentaire en réponse à l'urgence et puis en même temps de la solidarité sur des territoires. Parce que l'histoire ouvrière nous le montre, la solidarité, elle a toujours existé. Il y avait des bourses d'ouvriers, des coopératives ouvrières, etc., qui faisaient effectivement, dans une période de pénurie et d'absence de travail, des complémentarités et qui arrivaient à œuvrer et à mettre en place une mutualisation. Qu'est-ce qui change aujourd'hui entre qu'est-ce qui fait émergence, parce qu'on est dans les nouvelles solidarités, qu'est-ce qui va faire qu'effectivement sur un territoire ou sur le plan national, on va pouvoir sécuriser cette dimension-là et mutualiser effectivement les deux idées, c'est-à-dire faire en sorte que les gens mangent bien, mangent correctement et mangent suffisamment. Qu'est-ce qui va faire la jonction? Et mangent sain également. Ça. Oui, ça. Alors, Julien Noël, vous voulez répondre un petit peu? De toute façon, comme il a été dit, c'est actuellement en cours d'élaboration et ça se passera au niveau national. De toute façon, les décisions seront prises au niveau national. En ayant comme objectif, de toute façon, effectivement, de faire un petit peu comme c'est fait pour la sécurité sociale médicale, c'est-à-dire qu'on a un pourcentage de notre revenu brut qui est prélevé directement sur les salaires. Et tout ça étant mutualisé, ce qui fait que chaque Français pourra bénéficier d'un chèque mensuel. Éventuellement, les chiffres qui ont été annoncés, c'était en 100 et 150 €. Après, ce sera déterminé et affiné, bien évidemment. Mais en ayant, bien sûr, toujours à cœur de favoriser, et c'est là où c'est le plus difficile, je pense, à mettre en place, c'est de favoriser effectivement les productions locales, les circuits courts, bien évidemment, et tout ce qui est agriculture, des produits de qualité également. Peut-être que la question de Madame renvoie indirectement aux enjeux de participation, enfin de se sentir impliqué là-dedans. C'est une question un peu vaste, et il nous reste que 5 minutes, mais peut-être nous donner 2-3 repères à ce sujet, Julien Noël. Comment se sentir concerné par tous ces débats, par exemple, alors qu'on est en train juste d'aller chercher l'urgence d'aller s'alimenter lorsqu'on ne peut pas acheter ou autre chose? Oui, c'est sûr que c'est compliqué ces questions-là parce que pour répondre à votre question, l'urgence aujourd'hui, elle est devenue un peu structurelle, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des dispositifs très très nobles. L'idée, c'est pas du tout de critiquer ça. Du coup, d'aide ponctuelle pour permettre à des gens. Et on a vu que ça s'est institué. On a vu que finalement, c'est devenu très très structurel. Et donc voilà, on peut aussi essayer de réfléchir aujourd'hui comment essayer de sortir un petit peu de cette urgence-là. Et puis là, on vient de connaître les effets de crise. Comment ça se fait que ça se rencontre? Je dirais que aujourd'hui, il y a des systèmes complémentaires, c'est-à-dire que maintenant, il y a des collaborations à l'échelle des territoires. Et c'est là où justement les collectivités peuvent jouer un rôle, notamment sur... alors je ne vais pas en faire la promotion, mais... il y a des études là qui sont financées par la fondation pour laquelle je travaille qui ont montré un peu le rôle des collectivités et notamment les collectivités qui avaient
élaborer des projets alimentaires de territoire. On peut en penser ce qu'on veut, mais elles ont au moins le mérite d'avoir institué des instances de dialogue, des organes un petit peu de consultation, de discussion autour de ces questions alimentaires. Et il y a une association là sur Paris qui s'appelle Résolis, qui a étudié finalement une cinquantaine de collectivités et qui a montré finalement, qui est en train de montrer que les réponses les plus coordonnées ou les plus intelligentes finalement, quand il y avait justement, on capitalisait sur cet historique, sur les acteurs, il y avait déjà il y avait des municipalités dont la question était importante. Et il y avait justement des projets là-dessus. Elles avaient su fédérer un réseau d'acteurs et elles ont été en capacité de répondre et donc de dépasser cette situation d'urgence pour essayer de s'engager à plus long terme et du coup de faire dialoguer. Donc c'est pas la panacée du tout, mais en tout cas c'est un des mérites des outils, c'est que quand l'alimentation est intégrée en tout cas dans les politiques publiques et que du coup derrière il y a aussi, c'est pas que les politiques publiques, hein, il y a un réseau de professionnels, un réseau de citoyens qui se sont saisis de ces questions-là et voilà et qui y participent, ça permet d'aller un petit peu plus vite, quoi. On a une autre intervention dans le public. Juste une question par rapport à la géographie. On parle vachement de réseau et de mise en lien. Et comment la ville ou les collectivités parlent d'aménagement du territoire, enfin de l'aménagement de la ville pour permettre aussi ces rencontres. Je pense tous ces trucs-là, c'est aussi des problèmes de logistique, de lieux de stockage. À un moment donné, est-ce qu'il y a des espaces où cette question-là est travaillée et l'urbanisme en général pose ces questions-là par rapport à circuit court et tout ça. Ouais, espace au sens large, hein, parce qu'il y a le stockage, production. Et du coup, je m'étonne aussi quand même de jamais avoir entendu parler du département dans les actions, parce que quand on parle entre urbain et rural, quand on sait que le département est chef de file de l'action sociale, voilà, là du coup ma question c'est où est le département dans cette question-là? Eh ben, alors, sur l'aménagement en plus, voilà. Oui, on peut citer en Loire-Atlantique les péans, hein, c'est un terme technique, mais vous pouvez peut-être en dire un petit mot. C'est l'accès aux fonciers, l'accès aux terres agricoles, par exemple. En fait, et puis après, je vais passer la parole à François parce que je pense qu'il aurait une super réponse pour les questions logistiques. En tout cas, je lui tendrai la perche. Non, pour vous dire que du coup, raisonner à l'échelle de la ville, c'est intéressant, mais en fait, quand on parle d'alimentation et d'agriculture, on ne peut pas raisonner à l'échelle d'une ville. Alors, j'ai fait des enquêtes avec d'autres collègues qui essayaient de montrer c'est quoi aujourd'hui, comment la ville, on peut repenser notre question alimentaire et agricole à l'échelle de la ville. On est 80% à vivre en ville, mais dans des tailles différentes. Et quand on est sur des grandes agglomérations, par exemple pour Nantes, c'est même au-delà de la métropole, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde à minima à l'échelle du département pour des produits maraîchers, végétaux, à l'échelle de la région sur des produits carnés. Si on n'a pas cet emboîtement d'échelle, si on raisonne en fait local à l'échelle de la ville, à l'échelle des 24 métropoles, on est pour parler en termes d'autosuffisance alimentaire, on n'est même pas à 3%. Quoi. Par contre, si on part de loin des yeux, loin du cœur, l'avantage c'est que si c'est proche, on se le réapproprie peut-être plus facilement. Oui, oui. Et après, il y a un enchevêtrement de compétences, effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent tendance à regarder... Il y a un gros biais sur le local aussi, en se disant... on s'interdit peut-être de regarder, et notamment sur les problématiques d'élevage. Aujourd'hui, si la viande, elle vient à 60-70 km. Il y a quelques petits élevages, mais aujourd'hui, si on veut consommer local... bio, tout ça, c'est entre 50, 60, 70 km parce qu'il y a besoin d'outils aussi de transformation. On oublie un peu ces acteurs-là et c'est vrai que quand on travaille le pouvoir d'agir, il y a les producteurs, il y a nous, et puis il y a tout un tas d'acteurs aussi qui sont hyper importants que dans les études sur les circuits courts, je peux vous en parler, on a un peu eu tendance à oublier ou à mettre de côté. Et il y a des expérimentations aujourd'hui sur la logistique, comme ça je passe la main. Il y a un très beau projet là, qui s'appelle le kiosque paysan, dont François va pouvoir vous dire 2 mots notamment. Et après on retournera dans le public pour une dernière question. Oui, les questions logistiques, c'est une énorme question. Après, là où il faut aussi prendre un peu de recul, c'est que si on pense à l'alimentation sur une métropole comme Nantes, l'alimentation dont on parle nous, même les dispositifs de solidarité alimentaire, nous, ce qu'on travaille autour de l'alimentation biologique et locale, c'est quasiment rien. Je n'ai pas de pourcentage, mais je dirais que c'est même pas 5%, voire en dessous. En gros, les milliards et les milliards d'euros qui sont vendus, consommés, transportés sur une métropole comme Nantes chaque année, c'est la grande distribution, c'est un système aussi d'organisation spatiale où on a des grandes surfaces en périphérie de l'agglomération avec des espaces de stockage et d'entrepôt
dans ces grandes surfaces qui sont énormes, un système de transport qui est fait par camion et un système alimentaire qui est principalement basé sur des circuits longs quand même si beaucoup de grandes surfaces mettent en avant le petit producteur du coin, les petits trucs, les trucs comme ça. Si vous faites le tour des rayons, en réalité, tout le port français, il vient de Bretagne principalement. Voilà, on connaît des choses. Il y a des circuits comme ça qui sont en place. Et en gros, la logistique, c'est la grosse question de demain. Et c'est aussi, en fait, il y a une question qu'on doit se poser actuellement, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de rater le coche ? Parce que notamment dans la transformation des villes telle qu'elle a été opérée avec ce renvoi, en fait, on va dire, des principaux circuits alimentaires en périphérie et tout ça, et la construction dans les zones de centre-ville plutôt d'espaces de logement, de services, de travail, en fait, on n'a plus les espaces de stockage, on n'a plus les espaces d'organisation logistique. Un exemple très concret, juste à côté, le déménagement du Mine. Le Mine était en plein cœur de Nantes, avec tous les défauts que ça entraînait, mais avec aussi certains aspects qualitatifs, c'est-à-dire une facilité aussi pour les commerçants à venir se fournir. Le Mine a été déménagé dans un espace qui est très qualitatif, qui apporte beaucoup de choses, mais qui fait que du coup, on se retrouve avec des flux qui viennent du sud de la ville et des axes qui sont aussi très engorgés par rapport à ça, et des réflexions à se dire par même les acteurs du Mine actuel, est-ce qu'on ne devrait pas recréer des entrepôts en centre-ville pour avoir des espaces tampons ou au nord de la ville pour avoir... Parce que le gros sujet du Mine, c'est aussi le périphérique et la circulation sur le boulevard périphérique. Et donc tout ça, en fait, on voit bien qu'à un moment, ça coince. Mais c'est aussi dans des logiques, ça a aussi été construit dans des logiques d'économie d'échelle, de baisse des coûts, de diminution, voilà, de tout ça. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, du coup, je reparle du projet du kiosque paysan. Du projet du le kiosque temps paysan. file. Donc si vous pouvez l'expliquer en quelques mots. Très simplement, en gros, nous, ce qu'on a constaté, en fait, pour notamment les circuits courts et les circuits courts en agriculture biologique, c'est qu'en gros, c'est plein de petites camionnettes qui viennent livrer sur le centre-ville de Nantes. Donc en gros, le travail autour du kiosque paysan, c'est d'avoir un espace justement logistique en cœur de ville pour pouvoir flécher ces transports-là, essayer de faire en sorte qu'on ait une zone de dépôt, une zone de préparation de commande, et ensuite qu'on puisse mettre en place, à partir du centre-ville, une logistique douce. Donc un travail autour du transport à vélo, qui est possible techniquement et même économiquement. Un travail autour de transport aussi avec peut-être des petits véhicules électriques, des choses comme ça. Et en amont de ce projet centre-ville, un travail dans les territoires. Là, je rejoins ce que dit Julien, c'est-à-dire que la plupart des produits qu'on consomme, ils viennent de territoires du département. Et là-bas, un travail avec les producteurs pour mutualiser la ramasse, aller chercher les produits chez plusieurs producteurs, avec un seul camion revenir plein. Enfin, voilà, c'est des sujets logistiques qui sont complexes, qui nécessitent de s'organiser entre êtres humains, mais sur lesquels on essaye d'avancer. Il y a des idées. Une toute dernière intervention très rapide, parce qu'on a une autre table ronde qui arrive. Alors, je vois le monsieur faire la grimace en disant rapide. Vous pouvez peut-être faire une phrase avec sans sujet, sans verbe, sans complément, que des mots-clés. Impossible. Non, moi je trouve qu'il manque une bande au billard, là, qu'avait abordé un tout petit peu tout à l'heure monsieur Lecomte, parce que je crois qu'il a employé le mot santé à un moment donné. Oui. Et si on regarde au niveau macroscopique, en termes alimentaires, il y a 2 milliards de gens qui sont malnutris, il y a 800 millions de gens qui sont dénutris. Autrement dit, et que l'alimentation est le principal facteur de mortalité. Donc là, il manque quand même quelque chose au niveau des équilibres alimentaires. C'est comment on travaille les équilibres alimentaires. À l'échelle mondiale. Et puis non, même à l'échelle. Moi, j'interviens sur la boîtière et pour moi, c'est une grosse difficulté parce que là, on est sur l'aspect quantitatif. Hein. Et là, comment on fait pour réintégrer cette histoire des équilibres alimentaires, mais aussi de la transition, parce que là, vous parliez de viande tout à l'heure, je suis désolé, hein, mais l'alimentation du bétail, je crois que c'est une part très importante dans les gaz le CO2, quoi. Donc, oui, bien sûr. Après, il y a la volaille. Enfin, c'était pas voilà. que du. Donc après, voilà, c'est ouvrir un débat plus grand. Mais je crois que moi, au niveau local, c'est assez difficile de réintroduire, même si les gens ont quand même ces préoccupations-là, puisque ces préoccupations-là, elles parcourent tout le monde.
N'empêche qu'on ne peut pas séparer quand même au niveau de l'alimentation la question de déséquilibre. Voilà. Ouais, merci beaucoup, en effet. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe grandement au niveau de la banque alimentaire. Et nous avons notamment une animatrice qui se déplace dans toutes les associations pour lesquelles elle est sollicitée pour justement apprendre à avoir un équilibre alimentaire et apprendre aux gens à bien consommer. Et ne serait-ce qu'apprendre aux gens comment consommer déjà, parce que quand vous avez un Érythréen tout juste débarqué à qui vous mettez un artichaut dans les mains, ça lui pose quelques problèmes. Il faut le mode d'emploi. Et se mettre en appétit un peu aussi. Tout à fait. Et c'est ce qu'a dit Madame Mais Boutran. c'est une urgence également. Hein, l'équilibre alimentaire et l'hygiène alimentaire, vous avez raison, c'est une urgence. Bon, la journée continue, donc vous aurez l'occasion d'en parler un petit peu. Madame Boutran, vous vouliez compléter? Oui, ça m'embête parce que si c'est le dernier mot, c'est pas la conclusion. Pourtant mais j'ai envie de dire quelque chose, faire une réaction par rapport à ce que dit monsieur. Là. C'est une vraie question de fond mondiale, etc., sur les questions écologiques. Et en même temps, nous, par rapport à ces assises, on a fait auprès des bénéficiaires du MAB donc une enquête la semaine dernière en leur demandant ces questions de précarité, qu'est-ce qui vous manque le plus? Et la réponse, c'est la viande. Parce que c'est trop cher, etc. Alors, je ne veux pas que ce soit une conclusion, parce que je partage complètement ce que vous dites et les évolutions de l'alimentation, etc. Mais on ne peut pas non plus nier aujourd'hui que, y compris à Nantes, la première réponse, c'est ça, quoi. Et la réponse, c'est pas matin, midi et soir, c'est la viande de temps en temps. Et c'est la viande de temps en temps, absolument. Et le poisson, en effet. Tout ce qui est protéines, quoi. On va pas tout citer, hein, parce que c'est on pas est une là. conclusion. Ouais, ouais. Non, mais merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir pris la parole. La journée continue, hein, vous le savez, il y a des pitchs, d'autres tables rondes. Là, on parle entraide dans un instant. Voilà, merci.